Donc le sujet, ça va être comment améliorer votre vie quotidienne avec Ruby. Et donc, comme je le dis, comment j'ai réussi à sauver mes vacances d'été grâce à Mats, le créateur de Ruby. Donc moi, c'est Fabien, je travaille chez Ring Central et venez me voir à la fin si vous voulez qu'on en parle. Et donc, tout bon talk, alors je dis pas que ça sera un bon talk, mais commence par un problème. Parce que s'il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de trouver une solution. Et en fait, dans le monde, il y a plein de pays où, pour pouvoir visiter ces pays-là, il faut un passeport. Et le souci, c'est que moi, je suis atteint de phobie administrative, et je vais le prouver dans la slide juste après. Donc ça, cette histoire, elle s'était passée début 2023, donc mon passeport était expiré depuis pas trop longtemps, depuis quelques mois, mais on peut voir que ma carte d'identité était expirée depuis 2015 parce que j'avais toujours eu la flemme de la refaire. Donc quand j'ai vu la date d'expiration sur mon passeport, je me suis dit, ah, est-ce qu'il est vraiment expiré ou pas? J'ai demandé à Ruby, Ruby me l'a confirmé malheureusement. Et alors maintenant, les choses ont un peu changé, mais 2023, on était post-Covid, et pour renouveler son passeport, ça se passe en 2 étapes. D'abord, il faut prendre un rendez-vous en mairie, et ensuite, il y a la fabrication du passeport qui rajoute à peu près un mois. Et à cette époque-là, vu que c'était après le Covid, il y avait plein de demandes, et c'était un enfer pour réussir à avoir un rendez-vous. Et le truc, c'est que moi, j'avais déjà pris mes billets pour mes vacances d'été, et donc il me fallait un passeport. Donc il y a un site qui est national et qui permet de faire ces demandes de renouvellement de passeport et de carte d'identité en mairie. Et on voit que là, j'avais regardé le 15 avril 2023 et le premier rendez-vous, c'était fin juin. Et donc, comme j'ai dit, fin juin, plus un mois pour réussir à avoir le passeport. Et en plus de ça, c'était fin juin, mais c'était à 35 km, donc j'allais devoir faire 70 km avec l'aller-retour pour faire ma demande de renouvellement, ce qui n'était pas terrible parce que j'avais un peu la flemme. Et donc, la solution par rapport à ça, on la connaît tous, on passe sa journée devant son ordinateur et on appuie sur F5. Ça peut marcher, mais c'est pas passionnant parce qu'en fait, parfois, il y a des gens qui annulent leur rendez-vous, donc ça redevient disponible, mais ils sont pris assez rapidement. Il y a des gens qui ont itéré, qui ont eu une solution un peu meilleure. Alors, comme j'ai dit, c'était un gros problème, donc même dans la presse, ils en parlaient. On peut utiliser un stagiaire à la place. On peut lui demander de rester toute la journée et de rafraîchir la page. Mais déjà, il y a deux choses. Bon, premièrement, c'est pas très gentil pour le stagiaire parce que c'est pas passionnant. Et puis en plus, un stagiaire, si on respecte la loi, ce qu'il faut faire, il travaille que pendant les heures ouvrées. Donc s'il y a des dispos la nuit ou le week-end, il va pas nous aider. Et c'est là que nous, on a un super pouvoir. On est des développeurs. Et un développeur, ça permet d'automatiser des tâches. Donc on va utiliser du code pour faire ça à notre place. Donc revenons rapidement sur ce site-là. Ce qui se passe, ce que je voulais faire, c'était voir quand j'avais ces infos-là et que je cliquais sur rechercher, quelles étaient les infos qui étaient envoyées par mon client vers le serveur et pouvoir reproduire ça. Donc j'ai ouvert la console de développeur et en fait, au début, je voyais que quand je cliquais sur le bouton, il n'y avait aucun call HTTP. Ce qui était curieux parce que il faut bien que ces infos, elles arrivent quelque part. Et j'ai vu qu'il y avait une connexion WebSocket qui était ouverte. Donc, en fait, une connexion WebSocket, c'est une connexion permanente entre le client et le serveur qui est ouvert et qui est bidirectionnelle, où on peut faire passer des informations. Et je voyais que quand je cliquais sur le bouton, il y avait, je ne sais pas si on voit, c'est un peu petit, mais en gros, ça passait toutes les infos du formulaire, et je recevais des messages avec potentiellement les rendez-vous disponibles et un message de fin qui me disait ça y est, j'en vois plus d'informations. Au début, je m'étais dit que j'allais refaire ça en Ruby pour l'automatiser. Quand j'ai vu que c'était des WebSockets, j'ai eu un peu la flemme parce que c'est un peu plus compliqué à faire que juste utiliser des calls HTTP. Donc au début, j'ai fait une solution très simple. On s'en fiche du code, hein, c'est juste pour illustrer, pour voir un peu la taille que ça fait. Mais en gros, j'ai juste simulé ce que je faisais manuellement. C'est-à-dire que déjà, dans mon script, j'avais un lien que je pouvais copier-coller, mettre dans mon navigateur, et ça remplissait toutes les données de mon formulaire. Et en fait, toutes les, je sais plus ce que je faisais, toutes les 60 secondes, je cliquais sur ce bouton-là. J'attendais 5 secondes parce qu'en général, au bout de 5 secondes, j'avais l'info qui revenait.
et je regardais s'il y avait des rendez-vous ou pas, et si c'était le cas, j'avais un petit truc qui faisait ding ding ding, il y a des rendez-vous. Et ça marchait. C'était cool. Parce que du coup, j'étais prévenu quand il y avait un rendez-vous qui était dispo. Mais il y avait des problèmes. Alors déjà, j'avais besoin d'avoir un onglet de navigateur qui était toujours ouvert juste pour ça. En plus, la notification, elle était uniquement sonore. Donc si le son de mon ordinateur n'était pas activé ou si j'étais un peu loin, je l'entendais pas. Et puis j'avais besoin d'avoir un ordinateur tout le temps allumé. Ce qui me rendait triste, c'est que c'était pas du Ruby. Donc je me suis dit que j'allais changer ça pour en faire un script Ruby. Parce qu'on sait toujours que passer les choses en Ruby, ça règle plein de problèmes. Donc là, j'ai ouvert une connexion WebSocket avec Fay WebSocket, qui est une librairie qui permet voilà, d'ouvrir des connexions WebSocket avec un serveur. Et à partir de là, c'est un peu embêtant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'est plus dans du code qui s'exécute de haut en bas, de façon séquentielle, ça devient du code qui est evented. Donc en gros, à la fin, quand j'ouvre ma connexion, plus tard, je vais recevoir un moment, un événement qui me dit « ça y est, la connexion elle est ouverte ». Donc quand la connexion elle est ouverte, ben, j'envoie le truc, hop, les informations de mon formulaire. Et après, j'ai un autre événement plus tard quand j'ai reçu de l'information et quand tout ça c'est fini, ben en fait, soit j'ai un rendez-vous et là j'envoyais une notification à mon système d'exploitation avec Ruby Notify Send, qui fait une notification sur votre OS, soit s'il n'y avait pas de rendez-vous, je faisais un timer pour que 10 minutes plus tard, ça relance la même chose. Et donc, je faisais des puts un peu partout dans mon script pour avoir des logs, parce que c'est la seule visibilité que je pouvais avoir. Et donc là, de toute façon, je spoil, on voit que ça fonctionnait. Et ce qui était bien, c'est que cette notification, elle restait apparente tant que je ne cliquais pas dessus. Donc je ne pouvais pas la rater. Donc ça a résolu plein de problèmes. J'avais plus besoin de navigateur, même si le son il était désactivé, j'étais prévenu. Cette fois, c'était du Ruby, donc j'étais heureux. Par contre, j'avais tout le temps besoin d'avoir mon ordinateur qui était allumé. Et le souci, c'est que même si je passe pas mal de temps devant mon ordinateur, je ne suis pas tout le temps devant mon ordinateur. Et là, c'est là que vient un Raspberry Pi. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur, en gros. Alors maintenant, les derniers modèles, ils sont plus chers, mais à l'époque, ça coûtait une vingtaine d'euros. Et en fait, ça consomme pas beaucoup d'électricité. Donc le bien, par exemple, je l'alimente juste en micro USB derrière ma box. Il est connecté en Ethernet. Et donc, vous avez un ordinateur qui tourne comme ça. Et en fait, j'ai mis mon script dessus. Alors moi, mon Raspberry Pi, il n'est pas connecté à un écran ou quoi que ce soit, on peut. Mais du coup, j'envoyais tout en SSH dessus. Et qu'est-ce que j'ai eu besoin de changer? Ben, déjà, mon script, avant, on voyait que c'était une boucle. Là, j'ai juste changé pour que je le lance, il me dit s'il y a des rendez-vous ou pas, et il se termine. Après, je voulais l'exécuter périodiquement. Donc, j'ai utilisé cron, qui est un utilitaire Linux, et on peut dire exécute cette commande toutes les 10 minutes ou tous les lundis à 14 heures. Donc, périodiquement, je l'exécutais. Là, j'ai logué encore plus dans un fichier parce que j'avais aucun moyen de voir s'il y avait des problèmes. Et après, j'avais besoin d'être notifié, vu qu'il n'est pas connecté à un écran. Et pour ça, moi, j'ai utilisé un bot Telegram. Si un jour, vous avez besoin de recevoir des notifications facilement sur votre téléphone, c'est super cool. Parce que contrairement à des trucs comme Facebook Messenger ou Twitter, etc., il n'y a pas besoin de générer une app avec des vérifications, etc. Tout le monde peut le faire hyper rapidement. Et donc, gratuitement, vous pouvez recevoir des notifs après sur votre téléphone. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je recevais des messages directs sur mon téléphone. J'avais un lien, j'avais plus qu'à cliquer dessus et à prendre le rendez-vous. Donc ça, c'était bien. Maintenant, il y avait tout qui fonctionnait. Bon, il y a eu quelques bugs, forcément. Un matin, je me suis réveillé et j'avais genre 80 messages sur Telegram. Parce qu'en fait, toutes les 10 minutes, je faisais ce check. Et si jamais le rendez-vous il restait disponible, ce qui se passait pendant la nuit, le matin, tous les 10 minutes, j'avais reçu un message. Donc j'ai trouvé une solution simple. Quand je fais mon check, si jamais il y a un rendez-vous, je crée un fichier. Et le premier truc que mon script il faisait, c'était de voir si ce fichier-là, il était présent sur le file system. Et si c'était le cas, je faisais pas le check. Et donc, j'envoyais pas la notification. Et ça me permettait rapidement de me SSH sur mon Raspberry pour supprimer le fichier si je voulais réactiver les notifications. Et après, plus tard, j'ai voulu utiliser plusieurs
faire des vérifications de rendez-vous sur plusieurs endroits, parce que sur Toulouse, il n'y en avait jamais. Et donc en fait, j'ai utilisé juste un argument sur mon script pour voilà, brancher et faire des vérifications différentes. Dans le fichier, du coup, maintenant, j'avais un fichier par endroit que je voulais checker. Et avec ça, normalement, j'aurais dû avoir un rendez-vous. Enfin, avec tant d'efforts, c'était pas possible que j'en ai pas. Mais il n'y avait jamais des trucs sur Toulouse. À chaque fois, c'était à Perpète. Et en fait, c'était parce que à Toulouse, ils sont pas cool. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, ils sont pas sur ce site-là. Ils ont un site à part pour faire les demandes de rendez-vous. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai fait tout ça, c'est pas pour rien. Je vais le refaire, mais pour Toulouse. Et là, en fait, sur ce site-là, c'était une requête HTTP qui était faite. Donc, j'ai pas eu besoin de faire de WebSocket. En fait, pareil, j'ai utilisé la console de développeur. C'est quand vous cliquez sur le petit calendrier là, qu'on avait une espèce de requête bizarre avec du JavaScript qui devait être exécuté, j'imagine. Et en fait, on voyait qu'il y avait des dates qui étaient renvoyées. En essayant de réfléchir un peu, en fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est hyper bizarre, mais c'est les intervalles où il y a des créneaux disponibles. Enfin bon, bref, toujours est-il que j'ai réussi à choper l'information. Donc, quand j'ai fait ça, donc dans la console de navigateur, vous pouvez faire clic droit sur une requête et la rejouer en tant que requête curl. Donc ça vous fait un copier-coller de curl, qui est un outil, enfin, je ne sais pas si c'est sur Windows, mais en tout cas c'est sur Linux, qui permet de rejouer la requête. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est copier as curl. Et en fait, vous allez avoir tous les headers qui sont envoyés, tous les paramètres, tous les trucs. Et de façon bête et méchante, j'ai supprimé des trucs petit à petit jusqu'à ce que ça casse. Pour voir le truc minimum que je pouvais envoyer sans que ça casse. Pour simplifier un peu les choses. Après, j'ai changé mon script précédent qui tournait sur mon Raspberry Pi. Donc j'ai utilisé NetHTTP pour faire les requêtes parce que c'était plus du WebSocket. J'ai utilisé toujours le même bot Telegram. Le truc des arguments et des différents endroits, je l'ai réutilisé aussi. Et cette fois, on va voir que c'est encore plus important, j'ai fait du log dans tous les sens parce que là, la première fois que je faisais un script, c'était direct sur mon Raspberry Pi et j'avais pas eu cette étape un peu de faire les choses sur mon PC avant. Et j'ai lancé un nouveau cron. Et là, pareil, hein, je spoil, mais on voit que ça fonctionnait et j'avais plus qu'à cliquer et à prendre un rendez-vous. Donc c'était bien parce que ça fonctionnait. Mais une heure plus tard, je recevais plus rien parce que ça ne fonctionnait plus. Donc j'ai regardé les logs. Et en fait, donc ça c'est bon, on s'en fiche un peu, mais c'est le truc que je renvoyais. Et notamment, il y a un truc qui s'appelait le session ID, qui était un espèce de suite de caractères bizarres, slash, suite de caractères, tiré et suite de caractères. Bon, donc ça c'était, on me disait que c'était invalide. Comment je fais pour savoir comment c'est un session ID valide? C'est un peu compliqué, mais on est sur un site web, donc les sources sont disponibles. Donc j'ai regardé le code JavaScript. Et là, on voyait que le session ID, c'était un identifiant de session, on ne sait pas trop ce que c'est, bon ok, slash et un page ID. Okay. J'ai essayé de voir, et ce truc, en fait, j'avais jamais besoin de le... Enfin, j'ai fait plusieurs requêtes différentes, et ça changeait pas. Donc je voyais que j'avais pas besoin de modifier ça. Et quand je regardais le page ID, on voit qu'on tokenifie la date courante, donc la milliseconde courante, et après c'est un truc random. Donc pareil, le truc random, j'ai essayé de voir si en utilisant toujours le même truc random, ça marchait, et c'était le cas, donc je me suis pas pris la tête plus que ça. Donc qu'est-ce que c'est ce tokenify? On regarde la fonction JavaScript. Bon, et en fait, on voit un peu que c'est un espèce de base 64 bizarre de la milliseconde courante. Donc en JavaScript, on l'écrit comme ça, voilà. Donc j'ai refait la même chose en Ruby. C'est mieux parce que c'est plus clair et c'est vachement plus court. Et donc maintenant, dans ma requête, je générais cet identifiant manuellement qui était différent à chaque fois. Et là, ça refonctionnait. C'était bien parce que je me suis dit, je vais enfin pouvoir avoir un rendez-vous. Mais un jour plus tard, ça ne fonctionnait plus. Et en fait, là, j'ai vu que c'était parce que il me manquait un cookie qui était passé dans la requête et qui changeait, qui expirait au bout de 24 heures. Et donc là, j'ai fait un truc dégueulasse, mais qui était suffisant. J'ai regardé comment je pouvais générer ce cookie-là. C'était sur une page qui était précédente, en plus, pas sur la même page. Je sais pas pourquoi. Mais bref,
Donc en fait, j'ai juste fait un curl avec un cut, un grep, etc. pour avoir là le bon identifiant de cookie. Et en fait, en Ruby, on peut faire des backticks pour exécuter une commande et avoir le retour. Donc j'ai juste fait ça plutôt que de le faire proprement, parce que moi, je voulais pas du code propre, je voulais juste un truc qui marche. Et ça a fonctionné. Et c'est tout. Donc qu'est-ce que j'ai appris avec tout ça? Euh, Ouais, je me suis posé la question, mais sûrement pas. Mais, donc ouais, non, bah, pour être plus sérieux, tout ça, c'était juste pour, euh, pour m'amuser un peu, parce qu'en vrai, je savais très bien que rafraîchir, j'aurais sûrement eu un rendez-vous plus vite. Mais pour le coup, j'ai eu un rendez-vous vite et pas loin de chez moi, donc c'était pas mal. Mais non, le truc, c'est vraiment de commencer par juste un truc qui marche, en fait. Et pas un truc parfait. Parce que, en fait, parfois, on anticipe des problèmes qu'on va jamais avoir. Donc, je trouve ça bien de commencer petit et d'améliorer petit à petit si on a besoin. Et parfois, faire des trucs moches, bah, c'est suffisant. Tout le code n'est pas fait pour être maintenable, réutilisable. Ça dépend du contexte, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on en fait un peu trop. Et après, je me suis re-rappelé, parce que je l'avais fait avant, mais installer des gemmes sur Raspberry Pi, surtout quand on doit compiler les extensions C, ça met une plombe. Mais Raspberry Pi, c'est super cool pour faire des petites tâches récurrentes comme ça. Donc j'ai vu que Telegram, c'était trop bien pour envoyer des notifications. Après, bon, là aussi, ça dépend des contextes, mais loguer des trucs dans les applications qu'on fait et qui tournent sur des serveurs, c'est hyper important, parce que quand vous avez un problème, vous savez, parfois c'est très dur à reproduire, et si on log pas, on est complètement aveugle. Donc c'est important au moins au début, de bien loguer pour pouvoir débugger. Et puis en théorie, il faudrait que je règle mon problème de phobie administrative, mais ça, j'y crois pas trop. Et donc je sais pas, beaucoup de personnes connaissent sûrement ce petit commit. C'est en théorie, quand on automatise des choses, on passe un peu de temps après, au début, et après on gagne du temps. Bon, en vrai, on perd beaucoup plus de temps à automatiser des trucs idiots comme ça que si on l'avait fait manuellement. Et juste un... Oui, ça va, ça va, ça va. Et un dernier point que je voulais mentionner, c'est si vous faites des trucs comme ça sur des services externes, faites gaffe à juste pas tabasser les serveurs. Moi, c'était une fois toutes les 10 minutes ou un truc comme ça, parce que potentiellement, il y a des services qui sont pas faits pour recevoir beaucoup de trafic. Et si vous faites 5 requêtes par seconde, vous allez peut-être embêter des gens qui doivent maintenir ces services-là. Donc, soyez gentils quand vous faites ça. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Une question. Pourquoi c'était lent sur Raspberry Pi? C'était pas le fait d'exécuter le script qui était lent, c'était vraiment le fait d'installer des gemmes et des trucs comme ça. Et alors je me souviens plus exactement, je sais pas si ça le faisait sur toutes ou juste sur celle où tu dois compiler des extensions C. Mais en fait, le Raspberry Pi, voilà, c'est très bien comme outil, mais ça a une puissance de calcul vraiment très très nulle. Enfin, c'est normal, c'est un truc à 20 euros, quoi. Et donc, dès que tu à des applications qui vont taper à 100% du CPU, comme quand tu fais de la compilation C, ça va prendre toutes les ressources dispo. Déjà, je ne sais pas si sur ton Mac ça te le fait, mais quand tu installes une nouvelle version de Ruby, ça met du temps, quoi. Là, sur Raspberry Pi, c'est pareil, mais en beaucoup plus long, parce que ça n'a pas de puissance de calcul. Je l'ai fait il y a plusieurs années, mais je pense que pour installer des versions de Ruby, je dis peut-être une bêtise, hein, mais dans ma tête, c'était de l'ordre de un peu moins d'une heure peut-être. Et après, je sais plus si j'avais eu le cas ou pas, mais tu vois, si par exemple tu installes Nokogiri qui va compiler plein de trucs en C, enfin il y a des gemmes où ça va mettre des plombs. Après, ça se fait, hein, et il faut pas être pressé.